Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. La guerre en Ukraine en est aujourd'hui à presque 1 an et demi après son déclenchement. Et on peut soutenir qu'elle s'enlise autant qu'on peut dire aussi qu'elle est particulièrement animée. Sur le plan strictement militaire, les positions ne changent globalement pas depuis près d'1 an. La Russie détient toujours les territoires conquis, envahis et annexés courant été 2022. Les Ukrainiens revendiquent pour leur part des avancées sur le terrain, mais ça reste très faible au regard des superficies reprises ou en jeu. Concernant les armements, les choses ont avancé et continuent d'avancer très vite avec cette décision américaine de livrer des armes à sous-munitions à Kiev après la décision qui a été prise il y a quelques semaines de livrer des avions de chasse F-16. Sur le plan diplomatique, la Turquie d'un Erdogan fraîchement, même difficilement réélu, accepte l'entrée de la Suède à l'OTAN et sur le territoire russe, beaucoup d'événements se produisent. Mais en fait et en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe en Ukraine, en Russie et sur le terrain diplomatique, hors de ce qu'on veut bien dire et ce qu'on veut bien reconnaître chacun de son côté. D'un côté, on semble maintenir la voie à une porte de sortie et de l'autre, on semble crisper encore les choses de jour en jour. On ne sait donc pas vraiment ce qui se passe sous nos yeux, mais on peut tenter une analyse ou un décryptage que nous allons faire tout au long de cette émission avec nos invités. Colonel Hassan Saoud, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz. Vous êtes expert en questions stratégiques et militaires. On aura besoin de vos lumières pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Jamal Htabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Brahba, vous êtes professeur de sciences politiques à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales à Mohammedia. Mustafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit et politologue. Alors, comme dit en présentation, dans cette guerre, tout est dit et son contraire. L'information, la désinformation, la propagande et les mensonges qui sont légion, des contre-offensives et puis des contre-contre-offensives, enfin tout et son contraire. Alors on en est où sur le terrain militaire et le terrain de l'information? Je commence par vous, colonel Saoud. Bon, comme vous venez de le dire, la guerre, dans la guerre, il y a le brouillard de la guerre. La manipulation, la propagande, chacun y va de ses assertions et de ses affirmations. Certainement que dans l'information des uns des autres, la vérité se trouverait au milieu. Voilà. Mais sur le terrain, je pense que il est important de parler sur le terrain politico-militaire, s'il vous plaît. Et vous avez évoqué à juste titre cette nouvelle arme que vont donner les États-Unis. Des nouveaux scalps que va donner la France. Alors, scalp, ça veut dire quoi? C'est un acronyme? C'est le système conventionnel des armes à longue portée. De croisière, des armes à longue portée. C'est la version du Shadow, du Storm Shadow, parce que c'est une fabrication conjointe franco-anglaise. Et donc, il y a certainement beaucoup de munitions qui vont arriver parce que c'est un besoin. Et je vois que le président des États-Unis a dit aujourd'hui qu'il pense aux attaques. C'est une nouvelle arme aussi qui a une portée beaucoup plus grande. Voilà sur le volet politique. Sur le volet militaire, comme vous venez de le dire, et je pense que les Ukrainiens, selon leurs informations, ont gagné jusqu'à aujourd'hui, depuis cette reconnaissance offensive, quelque chose comme 172 km sur un front de 1000, ce qui est insignifiant, mais c'est destiné à tester les dispositifs avant que la grande offensive, parce qu'il y a une soixantaine de milliers de militaires ukrainiens avec tout un dispositif. Là, il y a la mission des renseignements, on voit le pouls, où est-ce qu'il y a un ventre mot dans le dispositif pour pouvoir le déclencher. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est les attaques sur les arrières du dispositif. C'est-à-dire les postes de commandement, la logistique, les dépôts de carburant, les communications. Et tout ça, c'est un travail intégré qui fait qu'il faut affaiblir l'assailli derrière avant de lancer, et que j'estime qu'elle va encore prendre un peu de temps. Parce que nous sommes dans un rapport de 1 à 3, 1 à 4, au profit de l'assailli, il faut le rappeler. Donc il y a du surplace, mais on n'est pas dans une parade, c'est une guerre
de tranchées, c'est une guerre où les Ukrainiens essayent de faire ce qu'on appelle le chipping, c'est-à-dire brécher, si c'est possible, donc voilà. C'est une guerre qui ressemble à la Première Guerre mondiale avec des armes du XXIe siècle. Absolument, beaucoup plus hybride que celle de la Première Guerre mondiale. Côté russe, évidemment, il y a toujours des bombardements, il y a des tirs d'artillerie, des missiles sur les villes, sur l'armée ukrainienne. Et nous sommes ça là aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans un enlisement qui n'est pas près de finir. Avec des armes modernes quand même qui vont permettre de sortir de cet enlisement. On verra ce qui va se passer. Jamal Hatabi, même question, on est en terrain militaire, terrain information, terrain diplomatique. Oui, c'est le propre de la guerre. Comme venait de le dire Si Hassan, tout tourne autour de l'information. Celui qui détient l'information détiendra certainement la victoire. Ici, nous sommes en présence de la désinformation en plus. L'information, des informations. Ici, nous avons la chance peut-être de vivre un moment historique parce que nous sommes en présence de deux stratèges au niveau de l'information et la désinformation. Il ne faut pas oublier en fait d'où vient Poutine. Donc Poutine, c'est un ancien du KGB, un ancien chercheur d'information et aussi diffuseur de désinformation. Et de l'autre côté, nous avons aussi quelqu'un qui manipule l'information de manière extraordinaire, un acteur qui joue. La seule chose, en fait, la seule différence, en fait, c'est que nous jouons sur deux registres. Au moment où la Russie va jouer sur le registre de la peur, donc je vais écraser l'ennemi et je vais diffuser la peur pour décourager les autres. On a notre stratégie de l'autre côté qui est jouée sur la sympathie, attirer la sympathie des autres pour avoir le maximum d'aide et notamment des Occidentaux. Il faut savoir aussi, en fait, que nous sommes un peu en retrait. Je parle des pays du Sud. Nous regardons avec stupéfaction ce qui se passe, avec admiration parfois de l'un ou de l'autre. Nous avons beaucoup admiré la contre-offensive ukrainienne au mois de mars dernier, et nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente d'une nouvelle contre-offensive qui tarde à venir, en fait, telle qu'on l'a vécue. Peut-être on ne vivra pas la même chose. Peut-être la contre-offensive sera défensive telle que les autres, puisque les Russes aujourd'hui disposent des informations nécessaires qui leur permettent justement de bloquer quelque part ou de ralentir un tout petit peu les offensives ukrainiennes. Ça, bien entendu, si on ne prend pas en considération ce qui se passe de l'autre côté, les Ukrainiens sont en préparation, et cette préparation est longue parce que elle est liée aussi elle est le résultat des hésitations des Occidentaux à livrer des armes efficaces, puisque, comme vous le savez, depuis le début, le président ukrainien ne cesse de réclamer des armes pour casser justement l'arrière, pour taper un petit peu sur la logistique, sur l'approvisionnement, et pas seulement s'attaquer de franc aux militaires russes qui sont très très bien préparés à la contre-offensive. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Jamal Hatabi. Vous avez dit la contre-offensive peut être défensive. Oui, effectivement, c'est pas un lapsus, c'est pas une erreur, c'est une réalité, puisque la contre-offensive donne parfois lieu à une offensive inverse des Russes qui oblige les Ukrainiens à être sur la défensive. Donc, encore une fois, on n'en sait pas trop de ce qui se passe. Mustafa Sahimi. Écoutez, moi j'ai des nuances évidemment par rapport à ce qu'ont dit mes deux collègues. C'est pour ça que je vous ai laissé à la fin. Oui, et je vais m'en expliquer. D'abord, première réaction, vous avez dit on est admiratif à propos de la contre-offensive d'Ukraine. Personne n'est admiratif. Si, on peut l'être parce que la première, oui. On peut l'être. Quelle contre-offensive, une surprise si vous le permettez. Faisons le point des territoires gagnés. C'est 10 km sur 15 km² au total. Cette histoire, il y a eu une construction politique et militaire, entre guillemets, de cette contre-offensive de l'Ukraine. Ça fait des mois qu'on nous serine, contre-offensive, ça va se faire bientôt, tout ça, etc. Résultat, sur le terrain, moi je suis un observateur de terrain, de réalité, il y a eu, au total, le chiffre a été donné tout à l'heure, 170 km² qui ont changé, c'est-à-dire c'est 10 km sur 17. C'est rien du tout. Par rapport à plus au encore, 20% de territoire. quand vous voyez les bulletins de l'Ukraine qui sont donnés, on a gagné 6 km sur telle bande, etc.
Ça ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire, c'est une construction informationnelle. Vous parlez de la deuxième, pas de la première. La première, c'est la même chose. Non, la Quelle première contre-offensive? spectaculaire. Non, La première était mais non, c'est pas. spectaculaire. Vous savez, est-ce que ça a fait la décision sur le terrain? Oui. Pas du tout. Mais non, ça n'a pas Oui. fait. Non, C'est Mustafa, pardon. Non, je termine. Les choses ont changé, puisqu'on Je avait ne suis pratiquement pas, donné pour mort. Globalement, avec le recul, je ne considère pas que la contre-offensive ukrainienne ait donné des résultats significatifs quant au rapport de force. Pas encore. C'est Oui, exactement ce que dit Jabbar Tabé et alors, Hassan Saoud. pourquoi pas encore? Pourquoi? Ils ont expliqué je vais formuler notre hôpital parce que je prévois votre objection. C'est que ça a traîné, et le président Zelensky l'a dit, il y a beaucoup de retard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les équipements voulus, les munitions, ils attendaient un soutien aérien, c'est pas le cas, on va y revenir, et ça a laissé le temps à l'armée russe de s'organiser. Comment? Avec des tranchées, des terrains minés, d'où la difficulté, précisément, d'avoir des gains territoriaux Et vous pensez qu'on lance une contre-offensive alors qu'on n'a pas reçu le matériel? Comment? Oui, non, mais ils ont lancé quelques opérations. Voilà. C'est exactement ce que disait Hassan Saoud. C'est pas une contre-offensive globale, ce sont des opérations de test pour ouvrir des brèches, pour voir, tester les réactions, le dispositif russe, etc. Mais ils se rendent bien compte que l'armée russe a pris le temps de tirer les leçons de l'année écoulée et de prendre un certain nombre de mesures quant au dispositif. L'armée russe, pour ça, a une grande qualité, me semble-t-il, et ça c'est dans son histoire militaire, c'est la capacité défensive et de résistance. Et ça, c'est extrêmement important dans la culture militaire qui est prégnante dans les armées russes. Oui. Autre observation. Alors on passe à l'information, comme ça on avance un peu. Oui, sur l'information, je suis quand même interrogatif. Quant au déséquilibre de l'information entre les uns et les autres, c'est pas équilibré. Les chaînes russes ont été fermées en France, et radio, etc. Où est le droit à l'information partagée, équitable? En Europe aussi, etc. Ça doit être dit, puisque ces mêmes pays européens sont là pour nous rappeler le principe du pluralisme, etc. Mais on est en guerre. Oui. On est en guerre et... Ah oui, mais c'est spécialement... choses, non. Donc, il faut fermer. Il faut fermer les radios, il faut arrêter les citoyens russes, il faut interdire Tchaïkovski. On dit bien à la guerre, comme à la guerre. Oui. On va pas se faire de cadeaux. Il faut interdire Tolstoï comme ils ont fait, il faut interdire Tchaïkovski comme ça a été fait à l'Opéra de Milan, etc. C'est insupportable. C'est insupportable le côté donneur de leçons de cet Occident libéral par rapport à une pratique. Autre observation. La dernière, comme ça on avance. Ah non, c'est l'avant-dernière. Alors, allez-y rapidement. C'est le déséquilibre d'information. L'information tourne à la propagande dans la majorité des chaînes et des radios d'Occident. Nous sommes tous des téléspectateurs, des auditeurs, vous avez vu le déséquilibre qu'il y a, etc. Où un certain nombre de généraux sont mobilisés, de spécialistes réels, supposés, etc. Je vous coupe une seconde. Excusez-moi, c'est parce que nous, ici, nous regardons les chaînes occidentales. Mais si vous partez voir les chaînes russes et les chaînes chinoises et d'autres, et même indiennes, et traduire au besoin quand c'est pas en français ou en anglais, ils disent autre chose que ce qu'on entend sur les chaînes européennes et américaines. Oui, mais pour autant, et ça c'est important. C'est important le poids des opinions publiques occidentales parce que ça pèse sur les décisions des gouvernants. J'enchaîne sur un autre point. Rapidement, il faut que je dise ce que j'ai à dire pour ce premier débat, parce que si les vous autres le permettez aussi. Le temps équitable. Vous êtes déjà avantagé. Qui lutte contre qui? Qui lutte contre qui? Qui c'est les belligérants? C'est une opération spéciale de la Russie contre l'Ukraine. Vous appelez ça une opération spéciale? C'est ce qui a été dénommé. Comment vous l'appelleriez-vous? C'est une occupation. C'est une guerre. Une occupation. C'est une opération spéciale qui s'est transformée en guerre, en conflit Russie-Ukraine. La particularité de ce conflit, c'est qu'il s'est internationalisé. Il n'est plus tellement entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN, avec une procuration donc de l'Ukraine. Alors, colonel Hassan Saoud, on parle sous-munitions, bombes à fragmentation. D'abord, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? On a l'impression que ce sont des mines finalement qui sont larguées. Alors ce sont de couleurs différentes. Explique-nous un peu ce que c'est. Alors les bombes à sous-munitions, ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle les bombes sales. C'est des missiles. En même temps, il n'y a jamais de bombes propres. Hein, voilà. C'est des missiles, c'est des obus d'artillerie et c'est des roquettes qui sont lancées et qui contiennent des sous-munitions qui ont une dimension beaucoup plus petite. Alors, elles sont lancées à partir de canons, l'artillerie. Ils sont lancés à partir des roquettes, mais ils sont aussi lancés à partir des plateformes de missiles. C'est des munitions qui sont malheureusement pas guidées. Elles sont interdites par le protocole d'Oslo de 2008 et ils sont malheureusement aussi, ils deviennent des mines une fois qu'ils ne sont pas éclatés. Alors, en l'espèce, le M864 que les États-Unis donnent sont beaucoup plus performants et il y a une déperdition de 2%. Mais ils occupent à peu près une superficie de 5 km éparpillés. Et ils ont l'avantage aussi d'être identifiables parce qu'il y a une couleur jaune qui permet de les voir sur le champ miné. Pourquoi? Parce que en général, un champ de mine, il y a un plan. Et là, c'est une manière de l'identifier. Ce protocole d'Oslo, les États-Unis ne l'ont pas signé, l'Ukraine ne l'a pas signé et la Russie ne l'a pas signé. Et donc, le président des États-Unis, le Congrès a mis une petite prescription, l'autorisation interdit de les exporter, mais l'autorisation lui est donnée en cas où la sécurité nationale est touchée. Voici certainement pourquoi. Mais là, je pense que tout le monde parle de la nécessité, même si en Europe, ça a créé beaucoup de clivages, notamment les Anglais, les Français, ceux qui ont signé, parce qu'il y a à peu près 120 pays qui ont signé ce protocole d'Oslo. C'est pour justement que vos téléspectateurs sachent pourquoi on les appelle des bombes à sous-munitions, parce qu'elles redistribuent des munitions. Et donc, on verra, sauf qu'ils ont déjà été utilisés par les deux belligérants. Par les deux. Très bien. Ok, Jamal Hatabi, ces armes, comme a dit le colonel Saoud, sont interdites. L'interdiction par la convention de Oslo 2008. Cette convention n'a pas été signée par les trois principaux concernés, c'est-à-dire les deux belligérants, Russie-Ukraine, plus les États-Unis. Que vaut donc cette interdiction? Qu'est-ce qu'elle vaut? Que risquent ces pays-ci l'utilisent? Et surtout, je reviens à ce que disait Mustafa Sahimi tout à l'heure, c'est cet Occident, donc, donneur de leçons, volontiers donneur de leçons, les armes, les droits, les libertés, etc., et qui envoie sciemment des armes de mort, des armes qui ne vont pas exploser, des armes qui vont rester encore des dizaines d'années enterrées dans des sols où vont jouer des enfants, où vont labourer des agriculteurs. Malheureusement, en fait, c'est le lot de toutes les conventions internationales. Hein. Il n'y a pas de coercition, la coercition est là, mais elle est pratiquée en fonction de la tête du client. C'est ce qu'il y a de plus atroce. Ces bombes, ces salles, elles sont meurtrières d'ailleurs. Mais pas seulement en fait sur le fait, mais parce que quand elles ne fonctionnent pas, quand elles fonctionnent, elles tuent, mais quand elles ne fonctionnent pas, elles tuent encore plus. Mais non seulement elles tuent des humains, mais elles peuvent aussi tuer des pays, tuer des économies tout entières, parce que beaucoup de pays donc sont victimes des effets, parce qu'il faut déminer, et pour déminer il faut beaucoup de temps. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de peine pour voir un pays comme l'Ukraine aujourd'hui qui sera piégé par cela, il sera piégé aussi par lui-même, parce que les Russes les utilisent, mais les Ukrainiens vont les utiliser aussi dans un cadre défensif. Mais quelle défense? Parce que franchement, se défendre pour mettre en danger son futur, il faut déminer. Pour déminer, c'est extrêmement difficile, d'autant plus les drames qui vont venir après, parce que les gens vont revenir chez eux, même si, bien entendu, il y a une différence entre les bombes sales made in USA et les bombes sales
mais de Russie et autres, mais le résultat est le même. La communauté internationale a fait un effort extraordinaire. L'histoire, en fait, de ces bombes, de ces armes à sous-munitions n'est pas récente. Elle date de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis, en fait, on a découvert que ça fait des drames humains. Ça a été utilisé partout aux États-Unis, que ce soit au Vietnam et ailleurs, en Irak, en Afghanistan, partout, en Afrique aussi, énormément en Afrique. La communauté internationale s'est mobilisée à Dublin et à Oslo, où les gens de bonne volonté ont signé. Malheureusement, il n'y a pas que les États-Unis, il y a Israël aussi qui ne l'a pas signé, et d'autres. Donc sur les 185 pays, il y a seulement entre 110 à 115 pays qui ont signé. Même ceux qui n'ont pas signé ne font pas de recré. Le Maroc a participé à l'élaboration de cela, mais il n'a pas signé. Donc il n'a pas signé. Et nous aussi, on a notre histoire. Donc il n'a pas signé. C'est le drame avec ces bombes, c'est qu'elles ont un effet, mais un effet ultérieur. Elles ont un effet immédiat parce qu'elles causent des destructions quand elles sont larguées, mais quand elles ne fonctionnent pas, elles produisent encore plus de désastres. C'est pour ça qu'il faut vraiment. Le Maroc n'a pas signé parce que le pays voisin n'a pas signé, entre autres. Il faut le dire. Maintenant, sur ces bombes... Algérie. Oui, voisin, il y en a qu'un. À la télé marocaine, on dit Algérie, voilà. Pas de problème à ça. Alors, sur ces armes à sous-munitions, c'est une convention, effectivement, quelques précisions, du 3 décembre 2008, qui a été préparée par la déclaration de Wellington, quelques mois auparavant. Ce qui est important de relever, ça a été dit, c'est que la Russie... l'ex-URSS, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis n'ont pas signé. La Chine non plus. Absolument. Il y a 119 pays qui ont signé et il y en a 59 qui n'ont pas signé. Autre élément, quel est le stock de ces armes à sous-munitions aux États-Unis? 3 millions. C'est des chiffres que j'ai vérifiés. Il y a 3 millions. 3 millions de bombes, de bombes qui elles-mêmes se fragmentent. Donc tout à fait des dizaines de millions de billes. Autre observation, ça a été utilisé en particulier chez les États-Unis au Cambodge. Et d'ailleurs, le Premier ministre du Cambodge a réagi il y a 48 heures en dénonçant le fait qu'il y ait cette utilisation et la possibilité aux États-Unis de transférer des armes à sous-munitions à l'Ukraine. Et il a cité le chiffre de 10 000 morts, total cumulé. Ajoutons encore ceci, 40% des bombes à sous-munitions n'explosent pas. Quand elles sont jetées évidemment par avion ou par missile, etc., elles n'explosent pas pour différentes raisons. Le sol est mouillé, la qualité, etc. Mais elles n'explosent pas. Mais elles sont là, elles sont sur le sol. Et ça pose des problèmes de déminage qui sont extrêmement importants. C'est vous dire que c'est une grande problématique. Il y a un discours, ce qui me frappe, c'est toujours le décalage entre un discours onusien, repris par les grandes puissances, la paix, la sécurité, etc., et la conduite pratique opérationnelle de ces mêmes grandes puissances occidentales et autres qui continuent donc à fabriquer. Vous savez que c'est des mines qui continuent encore à être fabriquées dans 16 pays aujourd'hui. 16 pays. Donc nous en sommes là. C'est ce décalage entre le discours officiel qui se veut donc pacifique, sécurité, etc. Si on reprend La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, voilà, le droit international vous fera blanc ou noir. Et les politiques d'armement par ceux-là même qui sont, je le répète de nouveau, des donneurs de leçons sur le nouvel ordre international. Je vous vois sourire, Hassan Saoud. Non, mais il a raison. Entre les discours et les actes, nous constatons le décalage qu'il y a, c'est sûr. Mais vous savez, la guerre est malheureusement cynique et machiavélique. Et en l'espèce, c'est vrai que c'est dangereux, mais par rapport à un adversaire qu'on utilise, je ne sais pas comment. En tout cas, il y a eu débat. Mais le président américain n'a pas cédé. Voilà. Cette guerre est véritablement curieuse parce que, au-delà du fait qu'on accuse les Russes d'utiliser ces armes dans le Donbass depuis 2014, nous
Ça reste encore une fois à prouver, mais il semblerait que ce soit vrai, parce qu'on sait que les Russes ne font pas dans la dentelle non plus. Mais maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jamal Khattabi, ce sont les Ukrainiens qui vont utiliser ces armes sur leur propre territoire. Une Ukraine qui est censée être le grenier de l'Europe ou du monde, et qui devra donc labourer et trouver des armes. Donc ça va être assez curieux. Ça s'est passé certainement en Asie du Sud-Est, mais là, on va se retrouver avec des Ukrainiens en plein cœur de l'Europe qui vont lancer des bombes, qui vont être utiles, qui vont exploser par la suite. Merci d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième. Allez, on démarre cette deuxième partie du débrief consacré à la guerre en Ukraine. Forcément, c'est ce qui anime un peu toutes les discussions, les réflexions, les analyses et les inquiétudes depuis 1 an et demi. Et surtout à l'aune de ce qui se passe dernièrement avec les nouvelles armes, avec le sommet de l'OTAN. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, marhaba. Nous en parlons avec Hassan Saoud, Mustafa Sahimi et Jamal Khattabi. Colonel Hassan Saoud, encore une fois, cette contre-offensive sans cesse annoncée, sans cesse repoussée, a finalement, paraît-il, commencé, d'après ce qu'on dit, à début juin. Mais bon, elle s'annonce très laborieuse. Vous en parlez tout à l'heure. Mais il y a eu donc la grande discussion sur les chars. OK, on donne les chars. La grande discussion sur les avions de chasse. OK, on donne les avions de chasse. Pas de discussion sur les armes à sous-munitions. On donne quand même les armes à sous-munitions. Mais en face, il y a une ligne de défense qui est importante chez les Russes. Comment vous voyez cette contre-offensive? Oui, c'est encore une fois, la contre-offensive majeure n'a pas encore commencé. C'est très important pour ceux qui nous regardent. Il y a et le côté aviation d'appui au sol est très important. Mais je pense qu'il y a une petite réserve d'avions soviétiques qui sont là, qui vont certainement être utilisés parce que, notamment, pour utiliser les scalps. Les avions russes, ukrainiens maintenant, ont été remodelés pour qu'ils puissent prendre le Shadow. C'est une chose. Ukrainien. Oui. Ukrainien. Ça a été, le problème est réglé. Avec les F-16, c'est plus facile, mais là, on a réglé le problème de cette mise au point concernant... Oui, mais il n'y a rien depuis 1 mois et demi que ça a commencé, dit-on. Il n'y a rien. Il y a 170 km² sur un front de plusieurs dizaines de... Ces Aziz ne sont pas dans la parade aux Champs-Élysées. C'est une guerre de tranchées, c'est une guerre de morale, c'est une guerre où il ne faut pas perdre beaucoup de gens, il faut agir intelligemment, parce que les Russes sont maintenant en défensive. C'est très important. Et le rapport, encore une fois, c'est au moins 1 pour 4 et avec 4 fortifications. Les mines, même des engins blindés à l'arrêt. Il faut se mettre à la place des gens parce que c'est des vies humaines qui partent. Et donc, on est en train de voir quand est-ce qu'il y a cette opportunité. N'oubliez pas que c'est un front de 1000 km. Centré sur, évidemment, Bakhmut, et Zaporizhia, et Kherson, c'est 3 axes importants. Et c'est vraisemblablement, à moins qu'il y ait une manœuvre de diversion comme la précédente, je pense que c'est les axes principaux contacts. L'enlisement, comme vous l'avez dit, il est là. Ceux qui soutiennent l'Ukraine sont décidés à s'installer dans la durée parce qu'ils savent, en dépit des contingences politiques, électorales, etc., je pense que cette guerre va les traverser. C'est pas ce qui se dit, Hassan Saoud. Ce qui se dit après le dernier sommet de l'OTAN de cette semaine, c'était que si cette contre-offensive ne marche pas, il va bien falloir à un moment ou à un autre négocier. On y arrivera en fin d'émission, mais tout à l'heure. Mais c'est quoi la guerre? La guerre, c'est, comme disait quelqu'un, c'est la continuation de la diplomatie autrement. Par d'autres moyens. Autrement ou par d'autres moyens. Ça vous amène toujours à... Mais ce que je vais dire est cyniquement vrai. Le rapport de force est déterminant dans le dialogue, n'est-ce pas? C'est important. Et tant que ce rapport-là n'est pas exact, je pense que les positions sont éloignées et on n'est pas à valeur aujourd'hui près d'une négociation comme on l'entend nous-mêmes. D'accord, alors on en parlera tout à l'heure. Mustafa Sahimi, un commentaire? Oui, alors évidemment, c'est une guerre qui était partie pour quelques jours. Voilà, ça fait maintenant 500 jours, c'est 17 mois. L'hypothèse de l'enlisement est à peu près reconnue par les états-majors maintenant. Tout à fait.
Deuxième élément retenu, c'est le fait que ça va se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais en même temps, les états-majors et les chancelleries intéressées travaillent sur un processus de paix. Parce que tout ça, évidemment, mais il faudra bien arriver à négocier. On en parlera en fin d'émission sur la négociation de paix. Alors, donc ça, c'est important. Ce que je veux dire aussi, c'est que le fait qu'il y a soutien de l'Occident, mais un soutien décliné différemment. Il est évident que les États-Unis et l'Allemagne sont plutôt réservés pour que les opérations militaires venant d'Ukraine avec leur appui de Berlin-Washington conduisent à une déroute et une défaite totale de l'armée russe. Parce qu'ils sont intéressés par le fait qu'il faut affaiblir la Russie, mais pas la mettre par terre. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent, en dernière instance, traiter le moment venu avec Poutine qui connaît les codes, qu'avec tel ou tel aventurier sorti du Kremlin ou d'ailleurs, qui serait pas maîtrisable, d'autant que la Russie est une puissance nucléaire, il faut le rappeler. Il y a plus de 2000 ogives nucléaires en Russie. Donc nous sommes dans une période où les uns et les autres se tâtent, il y a le bras de fer, mais pas très loin. C'était d'ailleurs la position du président français, qui depuis a changé, s'est rallié totalement sur la position ukrainienne, même pas américaine. Ouais. Au début, disait il faut pas humilier la Russie, Poutine. Maintenant, il s'est totalement aligné. D'ailleurs, la position française n'a plus aucune identité pour ce qui est de la question. Ça nous ramène à la discussion qu'on aura tout à l'heure sur les discussions de sortie de guerre. Alors, Jabal Hatabi, on a l'impression que la Russie de Poutine, on a l'impression qu'elle n'a pas véritablement évalué les choses sur le terrain diplomatique. Alors, nous avons déjà une réaction de Erdogan il y a quelques jours, du président turc, qui remet des soldats, qui reçoit Volodymyr Zelensky à Ankara et qui lui dit au revoir avec comme cadeau des officiers du bataillon Azov. On a le même Erdogan qui accorde finalement son OK, même s'il y a encore les conditions, la navette parlementaire, pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une OTAN que la Russie pensait ne pas avoir, affaibli ou morte en mort cérébrale, comme disait le président Macron, mais qui se retrouve donc avec 2 membres supplémentaires qui se retrouvent. Est-ce que dans cette affaire-là, sur le terrain purement politique, géopolitique ou diplomatique, la Russie a bien évalué les choses? Oui et non, parce qu'en fait, la Russie a fait confiance à ses partenaires. Seulement, ses partenaires, sur les partenaires sur qui elle s'appuie, notamment la Chine, l'Inde et quelque part la Turquie, sont pragmatiques dans leur attitude. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Et la Turquie nous a appris depuis tout le temps que M. Erdogan est un pragmatique. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'intérêt de la Turquie. Nous l'avons vu dans toutes les crises traversées par la communauté internationale, pendant Daesh et commercé avec, chaque fois en fait que la communauté internationale a été bousculée quelque part, on a vu que les Turcs ont su en tirer profit. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est dommage, mais c'est parce qu'en fait, ça se fait au niveau des principes. La guerre aujourd'hui, les intérêts changeants. La Turquie d'Erdogan défend les intérêts de la Turquie. C'est normal. Mais c'est tout à fait normal, si vous le permettez, parce que moi je trouve qu'il a réussi une belle opération opportuniste. Oui, tout à fait. Mais il a affirmé de nouveau la Turquie comme puissance régionale. Très bien, mais la question portait sur la Russie. Erdogan joue la partition turque, c'est normal, il est président de la Turquie. Mais la Russie n'avait pas le choix. La Russie n'avait pas le choix. La Russie a été isolée du moment où elle a commis une infraction. Donc la Russie a décidé d'envahir un pays souverain. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Donc il fallait des partenaires. Ces partenaires, les partenaires ne sont pas nombreux. Il y a bien entendu les pays du Sud qui hésitent un tout petit peu, mais ils hésitent pour d'autres raisons. Ils attendent, comme nous, de voir ce qui va se passer. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la fameuse négociation. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a des négociations.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a des négociations. Je sens que vous êtes fébriles tous les trois à parler de négociations. Pas encore. Ça attendra encore 10 minutes avant qu'on en parle. En fin d'émission. Donc, ce que vous pensez, c'est que finalement, il y a, parmi les alliés russes, on a un Erdogan qui n'a jamais été l'allié de la Russie ni de l'Ukraine, mais qui a été... Il n'est l'allié de personne. Il n'est l'allié de personne, il est l'allié de la Turquie. Et on le voit, que ce soit du point de vue économique ou que ce soit du point de vue diplomatique ou même aussi aujourd'hui du point de vue belligérance et polomélogique, au niveau de la guerre, il est avec la Turquie. Il a essayé à tout prix de monnayer la question kurde avec les Occidentaux, avec la Russie. Il marche maintenant sur l'adhésion de la Turquie. Vous savez, si Poutine s'est fait berner, c'est malheureusement c'est le pain quotidien de tous les États autoritaires. Quand on n'a pas une diversité d'opinions, quand on vous dit que tout va bien, que nous allons les écraser en une journée, eh ben vous sortez et vous dites que vous allez faire une opération spéciale qui va durer quelques jours. Alors que normalement, vous savez très bien que vous avez une armée qui n'est pas très bien, qui ne fonctionne pas très bien, qui est corrompue, qui est mal à l'aise dans sa peau et qui est aussi qu'on n'a pas réussi à mobiliser parce que la cause pour eux ne vaut pas la chandelle, quoi. Hassan Saoud. Bon, tout le monde est d'accord, le président turc est venu au sommet de l'OTAN en héros. C'est l'une des stars de ce sommet. En début de semaine, oui, dernière. Mais parce qu'il fait la politique de sa géographie. Tout à fait. La politique de sa situation géostratégique au sein de l'OTAN. C'est un maillon incontournable. Il a deux détroits importants. Il est sur la mer d'Azov, il est sur la mer Noire. Et il est électron libre. Mais c'est ça la force donc et dernier point, la Russie a beaucoup plus besoin de la Turquie que le contraire. Donc moi je pense que c'est un bonhomme qui va monnayer les commandants d'unités d'Azov, il va les monnayer par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis sur la modernisation. Ne donne rien gratuitement. Voilà. Il donne rien gratuitement. Il est question de discuter encore avec les Américains sur la modernisation des F-16, très important. Faute de F-35, il est en train de chercher à relancer le processus avec l'Union européenne. Donc il est là. Sur la Suède, je pense qu'il va lâcher, mais il va recevoir en retour... C'est une opération optimale que réalise Erdogan. Nous, on est des observateurs. Qu'est-ce qu'on voit? Ça a rehaussé son rôle et celui de son pays dans le système régional. Oui, on ne parle pas des autres pays. On a parlé d'Erdogan, donc, qui a pesé tout son poids avec un certain nombre d'opérations. Le dialogue de l'Union européenne va reprendre, mais il a obtenu, ça a été dit par mon voisin, ce qui est important, c'était ça qui l'intéressait fondamentalement, la livraison des F-16 américains sophistiqués à son armée, bloquée par l'administration américaine. Dernier point qu'il faut prendre en considération, le soutien des pays occidentaux est à la carte, il faut le dire. Biden, il est à 18 mois, à 15 mois de l'élection de novembre 2024. Il a un congrès qui est interrogatif. Et au sein du congrès, il y a ceux qui disent, écoutez, ça fait beaucoup de choses qu'on a données à l'Ukraine, il faut voir ça de près, et mise en cause la question de la gouvernance en Ukraine et de la corruption. Savez-vous que l'Ukraine, quand même, est notée comme l'un des pays les plus corrompus d'Europe? Il faut le dire. Alors, c'est bien que Zelensky, il a pris un certain nombre de mesures, mais fondamentalement, c'est une économie qui est opaque, avec des oligarques, etc. Il y a la position de l'Allemagne aussi, qui est très réservée, et puis il y a les soutiens, évidemment, de Kiev, etc. Donc, plus on va avancer dans le temps, me semble-t-il, plus on aura un certain nombre d'éléments. La contre-offensive annoncée ne va pas donner les résultats escomptés du fait de la capacité de résistance défensive de l'armée russe. C'est important. De plus, deuxième élément, la lassitude des opinions publiques occidentales. Troisième élément cumulatif, les incertitudes entourant la position du Congrès américain dans la perspective de l'élection présidentielle. Alors, je reste avec vous, Mustafa Sahimi, mais juste avant, une remarque.
Vous avez critiqué tout à l'heure les médias occidentaux sur leur approche et sur leur couverture de la guerre en Ukraine, mais je vois que vous reprenez un de leurs termes favoris qui est celui d'oligarque. Or, quand vous partez dans les informations aux informations russes, vous voyez que les oligarques sont finalement les nantis d'un système, quel que soit ce système, et qu'ils ont donné les systèmes, on va pas les donner ici, c'est pas le but, ils les ont donnés en Europe, les oligarques qui appartiennent. Oligarque reste un terme qui est péjoratif, mais qui finalement est une arme de guerre. Attention, vous qui critiquez les médias mais occidentaux. j'ai parlé des oligarques ukrainiens. C'était juste une parenthèse. Voilà. Revenons donc à la Russie de Moscou, et question qui vous sera posée à tous les trois, la Russie de Poutine. L'affaire Prigojine. L'affaire Prigojine, les Wagner, ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus, mais sur quoi on va revenir, c'est cette information qui est tombée donc en milieu de semaine sur une rencontre qui aurait eu lieu, enfin elle a été reconnue par le Kremlin, une rencontre qui a réuni donc Evgeny Prigojine, chef de Wagner, avec Vladimir Poutine, tsar de toutes les Russies, ou président russe. Pendant 3 heures. Pendant 3 heures, avec les commandants de Wagner. Ouais. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se dit? Quelles informations vous avez? Quelles analyses vous en faites? On commence par vous, Mustafa Sahimi, rapidement, parce qu'on veut revenir aux négociations de paix, parce que le temps court. Prigojine, c'est une création de Poutine. C'est un de ses proches. Tout à fait. Bien. Sa carrière est connue, etc. Il a monté Wagner. C'est intéressant, Wagner. C'est le nom d'un compositeur qui était le compositeur préféré d'Hitler, au passage. Eh oui, bien. C'est une organisation. Oui. C'est une organisation mixte, hybride. Fondamental. En premier niveau, c'est une organisation militaire. Deuxième niveau, c'est une multinationale d'affaires, il faut le dire. Alors, problème de Prigojine, c'est quoi? C'est qu'il y a eu ce qui s'est passé, etc. Mais il a été rappelé, il est revenu. Et donc, il n'a pas d'autonomie propre. Il n'a pas de leadership particulier, pas même de légitimité au sein du système russe. La preuve, il a été reçu. Revenons à la rencontre. La rencontre, tout ça, parce que pour montrer qu'il fallait remettre de l'ordre, d'abord que c'était un subordonné, c'est pas d'autre. Ensuite, le fait qu'il y a à remettre de l'ordre dans 2 directions. La réorganisation de la multinationale, c'est extrêmement important avec toute son implantation Wagner en Afrique, les minerais dans la plupart. Vous savez, Wagner est implanté dans 18 pays africains et spécialisé dans d'autres pour soutenir des régimes, exploiter les minerais d'or, d'uranium, de ceci, ça. C'est connu, j'y reviens pas. C'est un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Deuxième niveau, reprendre en main le dispositif militaire de Wagner, qui d'ailleurs, par décret de Poutine il y a 3 jours, a été donc confié à l'armée russe. Et donc une reprise en main totale de ce dispositif. Donc pour vous, la rencontre, c'est Poutine qui dit en gros à Prigojine, mettez vos gardes à vous et préparez-moi une soupe. Oui, tout à fait. Mais c'est important, c'est le fait qu'il y a intégration qui va se faire des forces de Wagner au sein de l'armée russe de manière autoritaire, et qu'en même temps, il y aura une reprise en main des activités de la multinationale Wagner. Très bien. Hassan Saoud. Alors, concernant cette rencontre, on sent qu'il y a une communication un peu ambiguë au sein du Kremlin entre Peskov et ce que fait son chef. Peskov a dit qu'on ne sait même pas où il se trouve. Et à un moment donné, au moment de la réunion, le communiqué est tombé comme quoi il est là. Pourquoi ils ont été reçus? Mais il n'a pas été reçu tout seul. Et il y avait une trentaine, mais avec ses commandants, parce que il y a le conseil des commandants qui est important pour lui. Et à la sortie, qui a parlé, c'est les commandants, pas lui. Donc il l'a débranché. D'ailleurs, vous ne trouverez pas d'image. Il n'y a pas eu d'image de cette rencontre. Pourquoi? Parce que le président Poutine a toujours nié une relation avec le... Mais il l'a reconnu dernièrement, il a reconnu en disant qu'il aura donné 900 milliards d'euros. Profitant de la crise, c'est Aziz. Il l'a glissé comme quoi l'État russe le finançait. 922 millions de dollars. Par an. Pourquoi il l'a dit à ce moment-là? Parce que c'est venu au milieu d'une crise et c'est passé. S'il l'avait dit avant, on aurait dit qu'il mentait. Personne n'a dit qu'il mentait, mais tout le monde savait que... Alors c'était quoi? C'était d'abord louer ce qu'a fait Wagner, Bakhmut, Soledar et tout ça, il l'a dit, mais la décision est prise du démantèlement.
ceux qui vont réintégrer l'armée, je pense qu'il n'en aura pas beaucoup parce qu'ils étaient bien payés par Wagner. Deuxièmement, ceux qui vont aller en Biélorussie, jusqu'à valeur aujourd'hui, les camps sont vides. Ceux qui vont aller chez eux, il y en aura. Et je pense que ça a permis d'expurger un petit problème au sein de la communication. Mais dernier point, si vous le permettez, valeur aujourd'hui, dans la nomenclature du Kremlin, il y a quelque chose qui s'est fissuré. Et l'avantage qu'avait Poutine, c'est d'additionner certains contraires, le GRU militaire, le FSB, fédérateur. C'est qui sont vraiment... En additionnant les contraires, on arrive au contraire de ce qu'on veut. Absolument. Alors, Jamal Hattabi, même question encore. Cette discussion, cette rencontre entre Poutine et Prigojine. Et j'en profite pour arriver à ce sujet qui vous brûlez d'envie d'aborder tous, sur ces sorties de crise, de guerre. Donc les deux questions en une. Oui, juste pour réagir par rapport à ce que disaient mes camarades tout à l'heure. Quand j'étais jeune étudiant, on m'a appris en fait que pour maîtriser un pays, il faut maîtriser les organisations criminelles. Donc c'est un adage connu. Pour qu'un État puisse être sécuritairement sûr, il faut qu'il maîtrise aussi ces organisations criminelles, parce que c'est à travers ces organisations criminelles qu'il peut se livrer à des choses qui sont condamnables, que ce soit au niveau international, au niveau national. C'est ce que Poutine a fait à travers Wagner, mais qu'il refuse de perdre. Il veut garder la main dessus, même s'il y a une normalisation. Maintenant, aujourd'hui, la Russie reconnaît de manière claire et explicite qu'elle a financé, qu'elle a formé et tout, mais n'empêche en fait que c'est une organisation criminelle, pour ne pas dire mafieuse, et dans l'emblème, le marteau par exemple, autre chose, les règles de fonctionnement qui sont extrêmement, qui sont atroces et qui sont condamnables au niveau des droits humains. Pourquoi Poutine a reçu cette personne alors que pendant un petit moment, 4 jours après, donc le 24, le 29, donc c'est 4 jours après, et puis on nous sort un communiqué, c'est récent, un communiqué précis. On nous dit qu'il y avait 35 personnes et que Poutine a dit ceci et ceci, cela. Ça, c'est à destination, pas du public intérieur, mais c'est à la destination du public extérieur. D'ailleurs, nous avons commencé, dès qu'on a entendu ça, on a commencé à se dire, mais c'est qui ces 35 ? C'est une mise au pas. C'est une mise au pas sortie de crise de Wagner. L'interprétation peut être différente aussi. Donc c'est une mise au pas, c'est que le grand parrain donc a absous les erreurs de Prigojine et qu'il l'a ramené dans le giron de la grande famille. Non, il va être apprivoisé. Et il va fonctionner sans Prigojine. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans le communiqué de Peskov. Il a dit en fait clairement que Wagner va être dissous, il va être relié à l'armée, et la grande perte en fait de Prigojine, c'est que les deux hommes qu'il avait en ligne de mire, c'est-à-dire le ministre de la Défense et le général. Ils sont confortés. On les a revus. Vous vouliez parler tout à l'heure des négociations de paix. Maintenant, apparemment, l'affaire Poutine-Prigojine vous intéresse plus. Vous n'avez plus qu'une minute chacun pour voir cette sortie de crise, cette sortie de guerre, comment vous la voyez. Une minute chacun, pas plus. Très bien. Moi, je dis qu'on négocie déjà. On négocie déjà. Pas les Ukrainiens. C'est les États-Unis qui négocient. On l'a déjà vu, cette semaine aussi est sortie une information de relations entre les États-Unis et avant la guerre. Allez-y, mais ne faites pas ceci ou cela. C'est pour ça que moi je crois que la négociation, elle est en ce moment-là. Bien entendu, la négociation doit entre Russes et Américains. Entre Russes et Américains. Elle doit être confortée par. Elle doit être confortée par une pseudo-victoire militaire. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont du mal à avancer, on donne des explications, mais à un moment donné, on nous dira, oui, mais vous savez, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Ukrainiens qui ont attaqué, c'est les Russes. Et les Ukrainiens ont réussi à les pousser vers l'extérieur, quitte à les pousser 1 kilomètre, mais ils ont arrêté leur avancée. Donc pour vous, Jamal Hattabi, les négociations sont déjà en cours. 1 minute pour vous, Hassan Saoud. Dernière minute pour vous, Mustafa Sahimi. Les négociations entre les États-Unis, le Pentagone et l'armée n'ont jamais cessé. La dissuasion nucléaire
des échanges qu'il y en a eu. On parle maintenant de négociations de paix. Mais le porte-parole de la Maison-Blanche a éclairci, il a dit qu'il n'y aura jamais de consultation sans la participation de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est le pays concerné. Ces concertations, et ça c'est un avis qui n'engage que votre serviteur, s'il n'y a pas un rapport de force clair sur le terrain, il n'y aura pas de négociation. Donc ils attendent qu'il y ait d'un côté ou de l'autre un rapport de force pour savoir qui a l'avantage, les Ukrainiens et sauf que l'Occident est déterminé à aller jusqu'au bout, à aider jusqu'au bout l'Ukraine. Il semble que Poutine aussi. Je doute, contrairement à ce que dit mon voisin, qu'il y ait, dans un avenir prévisible, un rapport de force significatif. Je crois beaucoup plus au schéma de l'enlisement et au constat de cet enlisement. Avec, évidemment, avec le contact évidemment permanent, la pression américaine, etc. Sur quelle base? C'est encore une hypothèse. La préservation des gains territoriaux de la Russie. La Russie ne lâchera pas ses gains territoriaux. Deuxième option, l'Ukraine sera tenue, du fait de la pression internationale, d'accepter donc cette amputation du territoire national. Après tout, là, c'est depuis 2014, la Crimée, etc. Eh oui. Troisième point, la garantie donnée à l'Ukraine sur le plan sécuritaire et stratégique. Qui c'est qui a donné ça? Ça sera donné dans le cadre de ce qui est en train d'être préparé par l'OTAN avec l'appui américain. On verra. Le temps est écoulé. Il y a aussi ma position qui est celle de la lassitude, inquiétude des deux belligérants. Je rejoins Mustafa Sahibi sur l'enlisement. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a appris au cours de cette émission? Est-ce qu'on a véritablement avancé sur ce qui se passe réellement sur ce terrain de guerre diplomatique, informationnelle et militaire? Je n'en suis pas sûr. C'est à l'image de la situation elle-même. Et d'avancer un peu. Ce qu'on a appris, c'est que le Sud est absent dans tout ça. Et ça nous préoccupe. Non, pas tellement. Merci Mustafa Sahibi. On fera une autre émission sur ça. Il est là à travers le BRICS. Merci à vous. Merci Mustafa Sahibi. Merci Colonel Hassan Saoud. Merci Jamal Hattabi. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine.